La République de Platon, dialogue entre Socrate et Thrasymachie, suite. Eh bien, allons, repris-je, rassasie-moi de la suite du festin en continuant à répondre. Nous venons de voir que les hommes justes sont plus sages, meilleurs et plus puissants dans l'action que les hommes injustes, et que ceux-ci sont incapables d'agir de concert. Et quand nous disons qu'ils ont parfois mené vigoureusement une affaire en commun, ce n'est d'aucune manière la vérité, car ils ne se seraient pas épargnés les uns les autres s'ils eussent été tout à fait injustes. Aussi bien est-il évident qu'il y avait en eux une certaine justice qui les a empêchés de se nuire mutuellement, dans le temps qu'ils nuisaient à leurs victimes et qui leur a permis de faire ce qu'ils ont fait, se lançant dans leurs injustices, dans leurs injustes entreprises. Ils n'étaient qu'à demi pervertis par l'injustice, puisque les méchants achevés et les parfaits injustes sont aussi parfaitement incapables de rien faire. Voilà comment je le comprends et non comme tu le posais au début. Maintenant, il nous faut examiner si la vie du juste est meilleure et plus heureuse que celle de l'injuste. Question que nous avions remise à un examen ultérieur. Or cela est, ce me semble, évident d'après ce que nous avons dit. Cependant, nous devons mieux examiner la chose, car la discussion ne porte pas ici sur une bagatelle, mais sur la manière dont il faut régler notre vie. Examine donc, dit-il. Je vais le faire, répondis-je, et dis-moi, le cheval te paraît-il avoir une fonction ? Oui. Or, poserais-tu comme fonction du cheval ou de n'importe quel autre sujet ce que l'on peut faire que par lui, ou ce qu'on fait le mieux avec lui ? Je ne comprends pas, dit-il. Expliquons-nous. Vois-tu par autre chose que par les yeux ? Certes non. Et entends-tu par autre chose que par les oreilles ? Nullement. Nous pouvons par conséquent dire justement que ce sont là les fonctions de ces organes. Sans doute. Mais quoi ? Ne pourrais-tu pas tailler un sarment de vigne avec un couteau, un tranchet et beaucoup d'autres instruments ? Pourquoi pas ? Mais avec aucun, je pense, aussi bien qu'avec une serpette qui est faite pour cela. C'est vrai. Donc, ne poserons-nous pas que c'est là sa fonction ? Nous le poserons certainement. Maintenant, je pense, tu comprends mieux ce que je disais tout à l'heure quand je te demandais si la fonction d'une chose n'est pas ce qu'elle seule peut faire ou ce qu'elle fait mieux que les autres. Je comprends, dit-il, et il me semble que c'est bien là la fonction de chaque chose. Bon, repris-je. Mais n'y a-t-il pas aussi une vertu en chaque chose à qui une fonction est assignée ? Revenons à nos exemples précédents. Les yeux, disons-nous, ont une fonction, ils en ont une. Ils ont donc aussi une vertu, ils ont aussi une vertu. Mais quoi ? Les oreilles, avons-nous dit, ont une fonction ? Oui. Et donc une vertu aussi ? Une vertu aussi. Mais à propos de toute chose, n'en est-il pas de même ? Il en est de même. Eh bien, les yeux pourraient-ils jamais bien remplir leur fonction s'ils n'avaient pas la vertu qui leur est propre ou si au lieu de cette vertu ils avaient le vice contraire ? Comment le pourraient-ils ? Tu veux dire probablement la cécité à la place de la vue ? Quelle est leur vertu, peu importe. Je ne te le demande pas encore, mais seulement si chaque chose s'acquitte bien de sa fonction par sa vertu propre et mal par le vice contraire. C'est comme tu dis, avoua-t-il. Ainsi donc, les oreilles, privées de leur vertu propre, rempliront mal leur fonction ? Sans doute. Ce principe s'applique-t-il à toutes les autres choses ? Il me le semble. Or ça, donc, examine maintenant ceci. L'âme n'a-t-elle pas une fonction que rien d'autre qu'elle ne pourrait remplir, comme de surveiller, commander, délibérer et le reste ? Peut-on attribuer ces fonctions à autre chose qu'à l'âme, et n'avons-nous pas le droit de dire qu'elles lui sont propres ? On ne peut les attribuer à aucune autre chose. Et la vie, ne dirons-nous pas qu'elle est une fonction de l'âme ? Assurément, répondit-il. Donc, nous affirmerons que l'âme aussi a sa vertu propre ? Nous l'affirmerons. Or, Thrasymachie,
Est-ce que l'âme s'acquittera jamais bien de ses fonctions si elle est privée de sa vertu propre? Ou bien est-ce impossible? C'est impossible. Par conséquent, il y a nécessité qu'une âme mauvaise commande et surveille mal, et que l'âme bonne fasse bien tout cela. Il y a nécessité. Or, ne sommes-nous pas tombés d'accord que la justice est une vertu et l'injustice un vice de l'âme? Nous en sommes tombés d'accord en effet. Donc l'âme juste et l'homme juste vivront bien et l'injuste mal? Il le semble, dit-il, d'après ton raisonnement. Mais certes, celui qui vit bien est heureux et fortuné, et celui qui vit mal, le contraire. Qui en doute? Ainsi le juste est heureux et l'injuste malheureux. Soit, concéda-t-il. Et cela ne profite pas d'être malheureux, mais d'être heureux. Sans doute. Jamais par suite, dit vain Thrasymach, l'injustice n'est plus profitable que la justice. Que cela, Socrate, dit-il, soit ton festin des bennes d'idées. Je l'ai eu grâce à toi, Thrasymach, puisque tu t'es adouci et que tu as cessé de te montrer rude à mon égard. Cependant, je ne me suis pas bien régalé, par ma faute et non par la tienne. Il me semble que j'ai fait comme les gourmands, qui se jettent avidement sur le plat qu'on leur présente avant d'avoir suffisamment goûté du précédent. De même, avant d'avoir trouvé ce que nous cherchions au début, la nature de la justice, je me suis lancé dans une digression pour examiner si elle est un vice, si elle est vice et ignorance, ou sagesse et vertu. Un autre propos étant survenu ensuite, à savoir si l'injustice est plus avantageuse que la justice, je n'ai pu m'empêcher d'aller de l'un à l'autre, en sorte que le résultat de notre conversation est que je ne sais rien. Car ne sachant pas ce qu'est la justice, encore moins saurais-je si elle est vertu ou non, et si celui qui la possède est heureux ou malheureux.